Chaque jour aux États-Unis, on vend plus de 200 000 cercueils. Oui, tu as bien lu. C'est un business qui pèse plusieurs milliards. Mais savais-tu que certains cercueils valent plus cher qu'une bagnole, tandis que d'autres se décomposent entièrement en quelques années? Des modèles haut de gamme en chaîne, aux versions écolo en carton. La fabrication des cercueils est devenue ultra technologique. Découpe laser, test sous vide et même peinture de carrosserie. Comment est-ce possible? Pourquoi les cercueils métalliques peuvent-ils rester hermétiques pendant des siècles? Et qu'est-ce qu'on vérifie vraiment lors du contrôle qualité? Je t'explique tout de suite. Aux États-Unis, le marché du cercueil réunit aussi bien de grands fabricants industriels que de petits ateliers artisanaux qui proposent des créations sur mesure. On y trouve de tout, du bois traditionnel au métal, sans oublier les alternatives écologiques. Et c'est de plus en plus courant d'opter pour des cercueils personnalisés, ou verts, preuve que les goûts évoluent. Tout commence avec le choix des matériaux. Le bois reste une valeur sûre. Par exemple, le chêne, très solide et assez onéreux, offre un veinage superbe. Le noyer, plus foncé, séduit par son élégance naturelle. Le cerisier, plus léger et doté d'une teinte rougeâtre, attire ceux qui cherchent un équilibre entre beauté et robustesse. L'érable, régulier et facile à polir, est aussi très prisé. Quant au pin, c'est le moins cher. On l'utilise pour des modèles plus simples ou pour les cercueils éco-responsables. Puisque les cercueils en bois peuvent coûter un bras, on trouve d'autres solutions. Les versions métalliques, en acier inoxydable, en bronze ou en cuivre, sont plus durables et souvent conçues pour être hermétiques. Les matériaux composites, panneaux de particules, MDF ou contreplaqués, permettent de réduire le prix. Il existe même des cercueils en carton. Eh oui, tu ne rêves pas. Ils sont populaires pour la crémation ou les funérailles vertes. Ils sont légers, moins chers et entièrement biodégradables. Le bambou et l'osier font aussi fureur pour les enterrements écolos. En fin de compte, tout dépend du budget, des traditions et des considérations environnementales. Dans les usines spécialisées, on commence par sélectionner la matière première. Les planches de bois, achetées en gros volume, sont stockées dans des chambres de séchage, où leur taux d'humidité baisse jusqu'à environ 6 ou 8%. Juste ce qu'il faut pour éviter fissures et déformations. Les grumes sont ensuite découpées en planches de l'épaisseur voulue. On trie le tout selon la qualité. Les plus belles, sans nœuds, serviront aux parties visibles, tandis que les pièces moins nobles iront à l'intérieur. Vient alors l'assemblage. On colle ou on joint les planches avec des chevilles en bois sous presse. Chaque panneau est découpé au millimètre près, grâce à des machines à commande numérique, pour garantir une précision parfaite. Puis on fixe le tout via un système tenon-mortaise, ou avec des fixations métalliques et de la colle. Le fond du cercueil est posé en dernier, histoire d'assurer une solidité optimale. Une fois la structure assemblée, place au ponçage. On commence avec un abrasif grossier, puis on finit avec un grain fin, pour que la surface soit bien lisse. On applique ensuite une teinture pour faire ressortir le veinage, ou une peinture opaque si c'est prévu. Une fois sec, tout est recouvert de vernis ou de cire protectrice. Le couvercle est fabriqué séparément, souvent orné de détails, sculptures, inserts métalliques ou croix. L'intérieur reçoit un habillage moelleux, en satin ou en velours, parfois agrémenté d'un coussin. Ce tissu est fixé à la main ou à l'aide d'agrafeuses automatiques. Enfin, on ajoute les poignées, en métal ou en bois, et, le cas échéant, des ornements d'angle ou d'autres finitions décoratives.
Avant de sortir de l'atelier, chaque cercueil passe un contrôle qualité. On vérifie la résistance, la régularité de la finition et la solidité des fixations. Ensuite, on l'emballe dans un film protecteur ou dans une boîte, direction l'entrepôt ou le client final. Et comment teste-t-on vraiment tout ça? Sans vouloir faire d'humour noir, c'est plutôt sérieux. Parfois, on charge le cercueil avec un poids supérieur à la masse corporelle moyenne, pour s'assurer que le fond et les parois ne cèdent pas pendant le transport ou l'inhumation. Pas question de demander aux plus costauds de l'usine de sauter dedans. En production industrielle, on utilise plutôt des presses hydrauliques pour simuler la pression. On vérifie ensuite qu'il n'y ait aucune rayure ni irrégularité dans le vernis ou la peinture, aussi bien à l'œil qu'au toucher. Les poignées et autres éléments métalliques subissent également un test de résistance. On leur applique une force précise pour être sûr que tout tienne bon. On ouvre et on ferme plusieurs fois le couvercle, histoire de vérifier que les charnières ne coincent pas. Certains fabricants haut de gamme poussent même le vis jusqu'à contrôler le son. Quand le cercueil est fermé, il doit l'être sans grincement ni claquement. Quant aux cercueils métalliques en eux-mêmes, on utilise généralement de l'acier, de l'inox, du cuivre ou du bronze. Les tôles sont découpées sur mesure par des lasers ou des machines à plasma, ce qui permet de réduire les chutes et d'obtenir une forme parfaite. Ensuite, elles passent sur des presses de formage, qui donnent au fond et aux parois leur structure finale. Le couvercle et les décos sont fabriqués à part, parfois par emboutissage, soudure ou rivetage. Une fois soudé, chaque cercueil métallique est poncé et poli, pour éliminer les soudures visibles et les arêtes coupantes. Puis on applique un apprêt anti-rouille, avant de passer plusieurs couches de peinture en cabine, chacune étant cuite au four pour une meilleure tenue. Sur les modèles premium, on peut aller jusqu'à utiliser des peintures de voiture ou un aérographe pour créer des motifs uniques. Beaucoup de cercueils métalliques sont entièrement hermétiques. Un joint en caoutchouc entre le couvercle et le corps crée un vide, ce qui ralentit la décomposition et limite les odeurs. L'intérieur, lui, est tapissé de tissu, et certains modèles disposent de même d'un appuie-tête réglable pour relever la tête du défunt. Avant l'envoi, on vérifie l'étanchéité, parfois dans des chambres à vide, et on contrôle la qualité de la peinture et de la déco. Puis, on emballe le cercueil dans un film protecteur, ou, pour les modèles très haut de gamme, dans un coffrage en bois. De nos jours, les cercueils en matériaux composites gagnent en popularité. Ils sont plus écologiques, plus légers et résistants. On les fabrique à partir de polymères biodégradables, de fibres de bois compressées, de fibres de verre ou même de matériaux recyclés. On réduit ces matières en particules, on y ajoute des liants, puis on façonne des ébauches. Pour les polymères, on chauffe la matière et on la moule sous pression, jusqu'à ce qu'elle durcisse. Pour le panneau de particules, ou le MDF, on compacte les fibres et la colle, sous haute pression pour former des plaques. Sur les cercueils décoratifs, on applique ensuite un film protecteur ou ornemental. Certains fabricants poussent l'innovation jusqu'à la mise en forme 3D. Des plaques multicouches, chauffées dans un four spécial, prennent alors la silhouette souhaitée. Aujourd'hui, nous partons en voyage au cœur de léviathans industriels, dans ces lieux où naissent les artères de notre monde moderne.
Nous allons parler de la création des carrières à ciel ouvert, des vallées montagneuses créées de main d'homme, qui impressionnent par leur échelle et leur complexité. Ces excavations gigantesques dans la croûte terrestre témoignent non seulement de la puissance inégalée de la technologie moderne, mais aussi du travail de longue haleine de milliers d'ingénieurs, de géologues et d'ouvriers. Nous découvrirons comment ces structures colossales sont créées et quel rôle jouent dans ce processus de véritables titans de l'ingénierie, les excavatrices géantes. Préparez-vous à un récit sur l'échelle, la précision et la force impressionnante qui redessine le paysage de notre planète. Les plus grandes excavatrices de carrière, par exemple, les pelles à câbles électriques, peuvent peser plus de 1000 tonnes. Certains modèles d'excavatrices à roupelle, utilisés en Europe, atteignent un poids de plus de 13 000 tonnes et sont les plus grandes machines terrestres au monde. La création d'une carrière n'est pas un simple creusement de trous. C'est un processus extrêmement complexe, en plusieurs étapes, qui commence bien avant que la première excavatrice ne morde la terre. Tout débute par une exploration géologique minutieuse. Des équipes de géologues étudient pendant des années les entrailles de la Terre, forent des puits, prélèvent des échantillons pour localiser avec précision les gisements de minéraux, leur profondeur, leur qualité et leur volume. C'est une immense enquête policière où chaque échantillon de roche est un indice crucial. Quand les minéraux sont localisés, les ingénieurs et les planificateurs entrent en jeu. Ils élaborent un projet détaillé de la carrière qui couvre chaque aspect, de l'angle d'inclinaison optimale des parois et de la largeur des voies de transport au système de drainage qui évacuera l'eau. C'est un travail colossal qui exige des calculs précis, car la sécurité et l'efficacité de l'exploitation future dépendent de chaque détail. À ce stade, on décide de la forme de la carrière, de l'emplacement des terrasses, appelées des gradins, sur lesquels se déplaceront les engins, et de l'organisation de la logistique pour évacuer des centaines de millions de tonnes de roches. Après des années de planification, vient le temps de l'action. Avant d'atteindre les précieux minéraux, il faut enlever ce qu'on appelle les morts terrains, les couches de sol, d'argile et de roches stériles qui recouvrent le gisement. Cela peut représenter un volume de travail colossal, car l'épaisseur des morts terrains atteint parfois des dizaines, voire des centaines de mètres. C'est ici que les excavatrices géantes entrent en scène. Ce sont de véritables colosses, pesant des centaines, voire des milliers de tonnes, avec des godets de la taille d'une petite pièce, capables de saisir des dizaines de mètres cubes de terre en une seule fois. Elles travaillent en tandem avec les tombereaux miniers, d'autres titans capables de transporter plus de 300, et certains même 400 tonnes de charge en un seul voyage. Les excavatrices chargent les morts terrains dans les tombereaux, qui les transportent ensuite vers des décharges spécialement aménagées, créant ainsi de véritables montagnes artificielles. Le volume du godet de ces machines peut varier de 40 à 70 mètres cubes, et pour les plus grands modèles, jusqu'à 100 mètres cubes. Cela signifie qu'en une seule bouchée, une telle excavatrice peut soulever une charge équivalente à 100 tonnes de roches ou plus, ou contenir de 5 à 7 voitures. Si les roches sont trop dures pour être extraites directement par l'excavatrice, on a recours au sautage. Des foreuses perçant de profonds trous dans la roche, où l'on place ensuite des explosifs. Une explosion contrôlée fragmente la roche, la rendant accessible aux excavatrices. C'est une étape spectaculaire et extrêmement responsable, qui exige le respect le plus strict des règles de sécurité. Après le décapage des morses terrains, commence l'étape la plus importante, l'extraction des minéraux et la formation de la carrière elle-même. La carrière est exploitée par gradins, semblables à des escaliers géants ou des terrasses. C'est fait pour assurer la stabilité des parois de la carrière et pour créer des plateformes de travail pratiques pour les engins.
Sur chaque gradin, travaille sa propre armada d'excavatrices. Il peut s'agir d'énormes pelles de carrière à entraînement électrique, capables de travailler en continu pendant des mois, ou d'excavatrices hydrauliques qui se distinguent par leur grande manœuvrabilité et leur précision. Elles grignotent la roche, la chargeant dans les tombereaux en attente. Certaines excavatrices sont si grandes qu'on doit même les assembler directement sur le site d'extraction, au lieu de les livrer déjà montés. Imaginez le godet d'une telle machine. Il peut contenir une voiture, voire plusieurs. En 1 heure, un tel géant peut déplacer des milliers de mètres cubes de roche. La carrière s'approfondit par gradins, s'élargissant progressivement. Cela ressemble à une immense spirale qui descend dans les entrailles de la Terre. Un véritable balai de machines travaille en permanence. Les excavatrices creusent, les tombereaux transportent, les bulldozers nivellent les plateformes et les niveleuses entretiennent les routes en bon état. Parfois, pour les roches particulièrement tendres ou pour travailler dans des endroits difficiles d'accès, on peut utiliser des excavatrices à roupelles, des machines colossales avec une roue rotative équipée de nombreux godets, qui grignotent la roche en continu et la déchargent sur un convoyeur. En 1 heure, une excavatrice géante peut déplacer de 4000 à 10 000 mètres cubes de roche. Imaginez combien de temps une personne ordinaire travaillerait à la pelle pour atteindre un tel résultat. L'ensemble du processus est accompagné d'un contrôle continu. Les géologues prélèvent constamment des échantillons de roches pour s'assurer que l'on extrait bien ce qu'il faut et que la qualité répond aux exigences. Les ingénieurs surveillent la stabilité des pentes, l'état des routes et la sécurité des travaux. Une carrière géante n'est pas un simple trou dans le sol. C'est tout un complexe industriel avec sa propre infrastructure. Pour assurer le fonctionnement ininterrompu d'une telle machine, il faut des milliers de kilomètres de routes pour les tombereaux, des systèmes d'alimentation électrique pour les excavatrices électriques, des ateliers pour l'entretien et la réparation des engins, ainsi que des bâtiments administratifs, des cantines et même des camps d'hébergement pour les travailleurs. L'évacuation de l'eau, où l'exore revêt une importance particulière. Dans de nombreuses carrières, de puissantes stations de pompage fonctionnent en permanence, évacuant les eaux souterraines et pluviales pour sécuriser le travail des engins et éviter les inondations. Sans un système de drainage efficace, la carrière se transformerait rapidement en lac. Le minerai extrait est ensuite acheminé vers des usines de traitement, souvent situées juste à côté de la carrière. Là, il est concassé, enrichi, purifié, transformé en un produit fini qui part ensuite par wagon ou camion vers les consommateurs du monde entier. La vie d'une carrière n'est pas éternelle. Lorsque les réserves de minéraux sont épuisées ou que l'exploitation devient économiquement non rentable, la carrière est fermée. Mais cela ne signifie pas qu'on l'abandonne simplement. Les normes modernes exigent une réhabilitation, la restauration des terres perturbées. Les anciennes carrières peuvent être transformées en lacs, en parcs forestiers, en terres agricoles ou même en zones de loisirs. C'est un processus complexe et coûteux, qui est une partie importante d'une exploitation minière responsable. Chaque année, plus de 13 millions de tonnes de caoutchouc naturel sont produites dans le monde, un matériau sans lequel aucun pneu, aucun gant, ni aucun joint d'aviation ne pourrait exister. Mais peu de gens se demandent d'où vient cette substance élastique. Quelque part sous les tropiques, au milieu des forêts humides de Thaïlande et de Malaisie, des milliers d'ouvriers, avant même l'aube, insistent l'écorce des arbres pour récolter un liquide blanc, le latex, qui sera ensuite transformé en caoutchouc. Comment ? À partir d'une simple sève d'EVA, naît le matériau qui fait rouler nos voitures, voler nos avions et même fonctionner nos programmes spatiaux. Et quel secret cache dans ces plantations, où jour après jour naît l'une des ressources les plus importantes de l'humanité. Regardez jusqu'à la fin.
Vous verrez ce que l'on ne montre pas aux touristes. Les plantations de caoutchouc sont de grandes exploitations agricoles où l'on cultive des hévéas, qui sont la principale source de caoutchouc naturel. Ces plantations sont généralement situées dans les régions tropicales, car l'hévéa a besoin d'un climat chaud, de beaucoup de pluie et d'humidité pour une croissance optimale. L'histoire des plantations de caoutchouc remonte au 19e siècle, lorsque l'anglais Henry Wickham a sorti clandestinement des graines d'hévéa du Brésil pour les amener aux jardins botaniques royaux de Kew, en Grande-Bretagne. De là, de jeunes plants ont été envoyés dans les colonies britanniques d'Asie du Sud-Est, notamment en Malaisie et au Sri Lanka, où la culture à grande échelle a commencé. Aujourd'hui, les plus grands producteurs de caoutchouc naturel sont la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam. Le processus de récolte du caoutchouc des arbres s'appelle la saignée. Les ouvriers font de fines incisions en biais sur l'écorce de l'arbre, généralement tôt le matin, lorsque la sève, le latex, coule le plus activement. Le latex est un liquide laiteux qui s'écoule des incisions et est recueilli dans de petites tasses fixées au tronc de l'arbre. Il est important de faire les incisions avec précaution pour ne pas endommager le cambium, la couche responsable de la croissance de l'arbre, et ne pas nuire à la production future de latex. Un seul arbre peut produire du latex pendant de nombreuses années, parfois jusqu'à 25 ou 30 ans. Le latex récolté est transporté des plantations vers les usines de traitement de différentes manières, selon la taille de la plantation, la distance jusqu'à l'usine et l'infrastructure disponible. Dans certaines régions où les rivières sont la principale voie de transport, le latex peut être transporté dans de grands conteneurs sur des barges ou des bateaux. L'objectif principal du transport est de livrer le latex à l'usine de traitement le plus rapidement possible et dans son état initial pour garantir la qualité du produit final. Dans les usines de traitement, le latex récolté dans les plantations de caoutchouc subit un processus complexe mais bien rodé, dont le but est de séparer le caoutchouc pur de l'eau et des autres impuretés. Ce processus commence dès l'arrivée du latex à l'usine et comporte plusieurs étapes clés qui garantissent l'obtention d'un caoutchouc brut de haute qualité. D'abord, à son arrivée à l'usine, le latex liquide, qui arrive généralement dans de grandes citernes, est filtré. Cette première étape de filtration permet d'éliminer toutes les grosses impuretés mécaniques, comme les morceaux d'écorce, les feuilles ou d'autres matières végétales qui auraient pu s'y introduire lors de la récolte ou du transport. Pour cela, on utilise des tamis ou des grilles de différentes tailles de mailles. Après filtration, le latex est pompé dans de grandes cuves pour être dilué. En général, le latex récolté sur les arbres a une concentration en matière sèche d'environ 35%,
Pour le traitement ultérieur, on le dilue avec de l'eau pure jusqu'à une concentration plus faible et plus maniable, souvent de 20%. Cette dilution facilite le processus de coagulation ultérieure et assure l'homogénéité du produit obtenu. L'étape clé dans le traitement du latex est la coagulation, c'est-à-dire le processus de solidification. Le latex naturel est une émulsion stable, où de minuscules particules de caoutchouc sont dispersées dans un milieu aqueux. Pour séparer le caoutchouc, il faut rompre cette stabilité. Pour cela, on ajoute un acide au latex dilué, généralement de l'acide formique ou acétique. L'acide abaisse le pH du latex, détruisant les facteurs de stabilisation et forçant les particules de caoutchouc à s'agglomérer et à précipiter. Le latex est laissé dans des réservoirs spéciaux ou de grandes cuves où une coagulation progressive a lieu. Selon le type de latex et le produit final désiré, le processus de coagulation peut durer de quelques heures à une journée. Pendant ce processus, le caoutchouc se sépare de la partie aqueuse, formant une masse gélatineuse. Une fois la coagulation terminée, la masse de caoutchouc obtenue, qui a l'aspect d'une feuille molle et gélatineuse, est délicatement retirée des cuves. Ce caoutchouc brut passe ensuite à travers une série de rouleaux. D'abord, il passe entre des rouleaux crantés, qui aident à éliminer la majeure partie de l'eau résiduelle, tout en créant une texture caractéristique à la surface de la feuille de caoutchouc. Cela contribue également à augmenter la surface pour un séchage ultérieur plus efficace. L'étape suivante est le lavage. Les feuilles de caoutchouc sont soigneusement lavées à l'eau pure pour éliminer les résidus d'acide et toute autre impureté soluble dans l'eau. La qualité du lavage est extrêmement importante car les résidus d'acide peuvent affecter négativement les propriétés du caoutchouc final et son vieillissement. Après le lavage, les feuilles de caoutchouc sont prêtes pour le séchage. C'est l'une des étapes les plus importantes, car la qualité et la stabilité du produit dépendent de l'efficacité du séchage. Le séchage peut se faire de différentes manières. Traditionnellement, les feuilles sont suspendues dans des séchoirs spéciaux où elles sont exposées à de la fumée chaude. La fumée ne sèche pas seulement le caoutchouc, elle lui donne aussi sa couleur brun doré caractéristique et des propriétés fongicides, ce qui aide à prévenir le développement de moisissures. Le processus de séchage et de fumage peut durer de quelques jours à une semaine. Pour d'autres types de caoutchouc brut, on utilise des séchoirs mécaniques, où le caoutchouc est broyé en petits granulés ou en miettes, puis séché à l'air chaud dans des séchoirs tunnels. Cela accélère considérablement le processus de séchage, permettant d'obtenir un produit fini en quelques heures. Après le séchage, les feuilles ou les granulés de caoutchouc finissent sont triés, classés par qualité selon les normes internationales, puis pressés en grands blocs ou balles. Ces blocs sont emballés, généralement dans un film polyéthylène, et marqués avant d'être expédiés aux consommateurs du monde entier. Chaque bloc a son poids, généralement 33 kg ou 111 kg, ce qui simplifie la logistique et le commerce. Chaque année, plus de 100 tonnes de matériaux sont produites dans le monde, mais un seul d'entre eux défie les lois de la physique. Ce n'est ni du métal, ni du plastique. C'est le graphène. Un matériau plus fin que l'ADN humain, mais 200 fois plus résistant que l'acier. Imaginez, une seule de ces couches pourrait supporter le poids d'un éléphant en équilibre sur la pointe d'un crayon. Il est plus léger que l'air, transparent comme le verre, et en même temps, il conduit le courant mieux que le cuivre. Mais le plus fascinant, c'est que nous ne connaissons toujours pas les limites de ses possibilités. Regardez jusqu'à la fin.
vous découvrirez comment quelque chose de presque invisible pourrait changer l'avenir de toute l'industrie. Alors, le graphène est un matériau bidimensionnel, composé d'une seule couche d'atomes de carbone, disposés en un réseau dense et bidimensionnel, en forme d'hexagone. Il possède une série de propriétés uniques qui le rendent incroyablement prometteur. Les atomes de carbone dans le graphène sont liés entre eux par des liaisons covalentes extrêmement solides. En substance, chaque atome fait partie d'un maillage absolument dense et impeccable. Lorsque nous essayons d'étirer, de percer ou de casser une feuille de graphène, nous essayons en fait de rompre ces liaisons. Ce qui est unique, c'est que lorsqu'une force externe est appliquée au maillage, il ne se brise pas simplement. Au lieu de cela, le réseau hexagonal parfait assure une répartition uniforme de la contrainte sur l'ensemble du matériau. Les physiciens ont découvert que pour percer une feuille de graphène parfaite avec un crayon, par exemple, il faudrait une force comparable au poids d'un éléphant en équilibre sur la pointe de ce crayon. Pourquoi parlons-nous spécifiquement de poids? C'est un point d'une importance capitale. Quand les scientifiques comparent les matériaux, ils évaluent leur rapport spécifique résistance sur poids. Par exemple, l'acier est un matériau solide, mais il est aussi très lourd. Le graphène, lui, est aussi solide que l'acier, voire plus, mais son poids est dérisoire. Une feuille de graphène est si fine qu'un kilogramme de ce matériau pourrait couvrir une surface comparable à plusieurs terrains de football. Cela signifie que, si nous prenions un morceau de graphène et un morceau d'acier de haute qualité de même poids, le graphène supporterait une charge 200 fois plus importante avant de se déformer ou de se rompre. Cette caractéristique en fait le candidat idéal pour la création de matériaux composites ultra légers et ultra résistants pour l'aérospatiale, le blindage et les équipements sportifs de haute technologie. Imaginez que même le plus petit ajout de graphène à des matériaux ordinaires, comme les plastiques ou les résines époxy, peut les transformer en quelque chose de complètement nouveau. Les scientifiques travaillent déjà à la création de gilets pare-balles ultra fins mais impénétrables, qui pèsent beaucoup moins que les blindages traditionnels en Kevlar. L'ajout d'une infime quantité de graphène au béton peut le rendre beaucoup plus résistant aux fissures et aux dommages, prolongeant la durée de vie des ponts et des bâtiments. Les carrosseries et les fuselages d'avions à base de graphène seraient plus légers, ce qui entraînerait des économies de carburant significatives tout en devenant beaucoup plus solides et plus sûrs. Ainsi, le graphène est l'incarnation d'un paradoxe. Il est presque invisible, mais sa résistance surpasse celle des métaux les plus forts. Cela ouvre une ère entièrement nouvelle en sciences des matériaux, où les matériaux sont à la fois légers, flexibles et d'une solidité inégalée. La production de graphène est un véritable casse-tête pour les scientifiques. On peut l'obtenir de 3 manières principales, qui diffèrent par leur coût, leur qualité et leur volume de production. Imaginez que vous deviez fabriquer une feuille très fine, mais qu'elle doive être parfaite. La première méthode est l'exfoliation mécanique. C'est de cette manière que le graphène a été découvert. Ici, tout est simple. On prend du graphite ordinaire, qui est un empilement de couches de carbone, et on essaie d'en détacher une seule et unique couche. Les scientifiques ont littéralement utilisé du ruban adhésif pour arracher les couches à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il ne reste sur le ruban que cette fameuse couche monoatomique recherchée. Cela donne le graphène le plus pur et le plus parfait, un véritable diamant pour la recherche fondamentale. Mais le problème est évident. Cette méthode est terriblement lente, impossible à mettre à l'échelle,
et ne convient qu'au laboratoire. La deuxième approche est l'exfoliation chimique. On l'utilise quand on veut obtenir beaucoup de graphène pour l'ajouter dans des batteries, des plastiques ou des encres. Ici, on ne joue pas avec du scotch, on sort l'artillerie lourde chimique. On plonge le graphite dans des acides et des oxydants très puissants, qui s'infiltrent entre les couches de carbone et commencent à les écarter. Le résultat est un mélange épais. Ensuite, on le traite aux ultrasons, comme avec un mixeur, et les couches de graphite se séparent finalement dans l'eau ou un autre solvant. C'est ce qu'on appelle l'oxyde de graphène. Après cela, il faut réduire cet oxyde de graphène pour qu'il redevienne conducteur d'électricité. Cette méthode est bon marché et produit de grands volumes, mais le produit final a toujours beaucoup de défauts et d'impuretés. Il convient pour les composites, mais pas pour l'électronique sensible. La troisième et la plus prometteuse des méthodes est le dépôt chimique en phase vapeur, CVD. C'est la technologie pour créer des toiles de graphène de haute qualité et de grande taille, nécessaires pour les écrans tactiles ou les microcircuits. Ici, on n'arrache rien, on fait pousser le matériau à partir de zéro. On prend une fine feuille de métal, généralement du cuivre, et on la chauffe très fort, jusqu'à 1000 degrés Celsius. Puis, on introduit dans le four un gaz contenant du carbone, par exemple du méthane. Les atomes de carbone, libérés du gaz, se déposent sur le cuivre incandescent, qui sert de modèle parfait. Ils s'assemblent d'eux-mêmes en un maillage en nid d'abeilles monocouche et impeccable. Cette méthode donne une haute qualité et permet de fabriquer de grandes feuilles de graphène, ce qui est essentiel pour l'industrie. Le plus difficile après cela est de retirer délicatement le film de graphène du support métallique et de le transférer sur le matériau souhaité, par exemple un plastique flexible sans endommager sa structure fragile. En termes d'argent, le marché mondial du graphène est actuellement évalué à plusieurs centaines de millions de dollars américains et, selon la plupart des prévisions, il devrait croître très rapidement, doublant souvent tous les 2 ou 3 ans. Les analystes s'attendent à ce que ce marché dépasse le milliard de dollars d'ici la fin de la décennie. Cela montre que les investisseurs croient en l'adoption massive du graphène. Contrairement aux produits de base, le marché du graphène est très segmenté par type et qualité. La part du lion de la production en poids est constituée d'oxyde de graphène réduit et de paillettes de graphène. Ils sont produits par la méthode chimique et sont utilisés pour renforcer les composites, les revêtements et les encres. Ils sont bon marché, mais présentent de nombreux défauts. C'est ce qu'on appelle le volume à bas coût. Et qu'en est-il de la haute qualité? La plus petite part en poids, mais la plus chère en valeur, est le graphène monocouche pur sous forme de film. Il est nécessaire pour l'électronique de haute technologie et est très coûteux en raison de la complexité de sa production et de son transfert. Le marché de la production de graphène est très fortement concentré en Asie, en particulier en Chine. Les entreprises Niespero chinoises sont les leaders mondiaux dans la production de grands volumes de graphène pour les batteries et les supercondensateurs, celui-là même qui est fabriqué par la méthode chimique. Les entreprises européennes et américaines, quant à elles, se concentrent généralement sur le développement de formes de graphène plus high-tech et plus pures, c'est-à-dire des films pour les industries aérospatiales et électroniques. Imaginez une pierre, d'apparence si ordinaire, mais à l'intérieur de laquelle se cache une force capable de supporter les charges colossales de notre civilisation. Comment, d'une roche anonyme, naît une route qui résistera à des millions de voitures? Comment la vibration de mâchoires d'acier transforme-t-elle le monolithe en de minuscules cristaux des villes de demain? Chaque année, rien qu'aux États-Unis, plus d'1 milliard de tonnes de roches sont concassées.
Et ce vacarme s'entend bien au-delà des carrières. Mais il y a un détail qui n'est pas mentionné dans les rapports officiels. Ce qui se cache dans la poussière et les chocs de ces machines pourrait changer votre perception de la simple pierre. Regardez jusqu'à la fin. Vous découvrirez un secret que l'industrie dissimule. La première étape, la plus spectaculaire, du concassage des gros blocs de pierre dans les carrières est le broyage primaire des massifs rocheux. Le processus commence lorsque d'énormes masses de roches, pesant parfois des dizaines de tonnes, sont acheminées vers des installations de concassage spéciales. Ces installations sont équipées de puissants concasseurs à mâchoires, capables de traiter des roches extrêmement dures et résistantes. Au moment du broyage, on peut assister à la collision impressionnante des surfaces d'acier du concasseur avec la roche, accompagnée de chocs sourds et d'un vacarme qui se propage très loin. Les mâchoires du concasseur se meuvent avec une force capable de briser les roches les plus dures, réduisant des blocs massifs en fragments plus petits. L'ensemble du processus est automatisé et se déroule à grande vitesse, assurant une production continue et efficace. Après le concassage primaire, le matériau est acheminé sur des convoyeurs à chaîne qui l'élèvent pour la prochaine étape de broyage ou de criblage. La vulnérabilité du processus réside dans le fait que même aux étapes initiales, un contrôle minutieux est nécessaire, car des chocs trop intenses peuvent provoquer un broyage excessif ou la formation de poussière, ce qui affecte négativement la qualité du produit. Les caractéristiques techniques des concasseurs sont impressionnantes. Des moteurs de plusieurs centaines de kilowatts et des structures en acier lourdes de plusieurs dizaines de tonnes assurent un fonctionnement stable même sous une charge importante. La température des pièces métalliques augmente, mais des systèmes de refroidissement maintiennent un régime optimal pour un fonctionnement prolongé et ininterrompu. On utilise plusieurs types principaux de roches. Ces roches ont des propriétés différentes et sont utilisées en fonction de leurs caractéristiques techniques. Le granit est l'une des roches les plus courantes et les plus solides pour la production de granulats. C'est une roche volcanique composée principalement de quartz, de feldspath et de mica. Les granulats de granit ont une grande dureté et une grande résistance à l'usure. On les utilise souvent pour la construction de routes, de voies ferrées et de structures en béton. La taille des granulats de granit peut varier de la fraction fine, de 5 à 20 mm, à la grosse fraction, de 40 à 70 mm. Le gravier est une roche sédimentaire meuble, composée principalement de galets arrondis. Il est moins solide que le granit, mais a une radioactivité plus faible, ce qui le rend sûr pour une utilisation dans la construction résidentielle. Le gravier est utilisé comme agrégat dans le béton et pour le remblayage des routes. Le calcaire est une roche sédimentaire, principalement utilisée dans la construction de routes, comme fondation et couche de base sous l'asphalte ou les dalles de béton. Les granulats de calcaire ont une dureté inférieure, mais constituent un matériau économiquement avantageux. Le quartzite est une roche métamorphique de grande dureté et de grande résistance à l'usure. Il est utilisé pour le revêtement des aérodromes et dans l'aménagement paysager. L'andésite est une roche volcanique, avec une bonne écocompatibilité et une bonne résistance à l'usure. Elle est utilisée pour la production de granulats et comme composant dans le béton. Ces pierres naturelles sont extraites dans des carrières, où elles subissent un concassage par explosif ou mécanique, suivi d'un tri. Après le broyage primaire des blocs de pierre dans l'installation de concassage, l'étape suivante, cruciale, est la séparation du matériau en fractions
à l'aide d'un système de crible. Ce processus n'est pas moins spectaculaire et est précisément rodé, car la qualité du tri détermine l'homogénéité et la conformité du matériau aux exigences techniques. La taille des particules du futur sable de construction, des granulats ou du gravier, est définie par des grilles spéciales de grande, moyenne et petite taille. Un grand nombre de grilles, disposées les unes au-dessus des autres, forment un complexe de convoyeurs en série où se produit un fractionnement automatique. Les fragments grossiers restent en haut, subissant un traitement dans les concasseurs suivants, tandis que les produits plus fins sont tamisés vers le bas et tombent dans des réceptacles de tri. L'ensemble du système est synchronisé et fonctionne en mode automatique. Chaque grille est régulièrement nettoyée des obstructions pour éviter les arrêts et ne pas altérer la qualité du produit. Et le mouvement du matériau est contrôlé par des capteurs et un système de contrôle de production. Le contrôle des dimensions et de la qualité du matériau est effectué à la fois par des capteurs et par des vérifications périodiques en laboratoire. C'est important, car les caractéristiques de construction des produits finis, la durabilité des routes et d'autres structures en dépendent. L'automatisation de ce processus augmente la productivité du complexe de concassage et de tri, réduit le besoin de travail manuel et minimise le facteur d'erreur humain. De plus, des réserves technologiques sont prévues pour un réglage rapide du système, en cas de changement de type de matière première ou de normes. La vulnérabilité de cette étape réside dans le fait qu'une séparation de qualité du matériau en fractions assure une utilisation maximale de la matière première naturelle et crée d'excellentes conditions pour la fabrication ultérieure de mélanges de béton, de fondations, de routes et de voies ferrées. Aux États-Unis, le concassage de roches est l'une des composantes clés de l'industrie minière et du secteur de la construction. Selon le Service géologique des États-Unis, le volume annuel d'extraction et de concassage de minéraux non métalliques, y compris le granit, le calcaire, les mélanges de sable et de gravier, s'élève à des dizaines de millions de tonnes. L'année dernière, les États-Unis ont produit plus d'1 milliard, 200 millions de tonnes de pierres de construction, dont une grande partie est constituée de granulats et de gravier concassés utilisés pour la construction de routes, d'autoroutes, de voies ferrées et de structures en béton. Cela représente environ un tiers de la production mondiale de ces matériaux. La consommation d'énergie des entreprises de concassage aux États-Unis est constamment optimisée. Ces dernières années, l'introduction de technologies éco-énergétiques a permis de réduire les coûts d'électricité de 20%. Il est également important de noter qu'aux États-Unis, on applique des systèmes de contrôle de la sécurité environnementale à grande échelle qui réduisent les émissions de poussière et la pollution sonore lors du concassage. Le processus de concassage s'accompagne de la formation d'une grande quantité de poussière qui pollue l'air à proximité immédiate des carrières et des complexes de concassage. La poussière peut avoir un impact négatif sur la santé des travailleurs et des habitants des zones environnantes, provoquant des problèmes respiratoires, des allergies et d'autres maladies chroniques. Chaque année, plus de 350 millions de mètres cubes de grumes sont acheminés des forêts vers les scieries du monde entier. C'est assez de bois pour construire 1,5 million de maisons américaines. Mais voici une énigme. Seule la moitié de chaque grume parfaite est transformée en planche. Où disparaît le reste? Elle devient partie intégrante d'une industrie cachée que peu de gens connaissent. Imaginez, copeaux, sciures et même l'écorce trouvent une nouvelle vie, alimentant des filières de production entières. Et si vous restez jusqu'à la fin,
vous découvrirez le secret de la transformation d'un simple arbre en des milliers de produits qui vous entourent au quotidien. Lorsqu'une grume ronde et parfaite arrive à la scierie, quelle part, à votre avis, se transforme en planches finies et rectangulaires? La réponse, seulement environ 50%. Oui, à peine la moitié. Et où va le reste? Il ne disparaît pas, il se transforme en tout un écosystème de sous-produits. Environ 38% de la grume deviennent des copeaux. Ce ne sont pas des déchets, c'est de l'or pour d'autres industries. Ces copeaux partent vers des usines où l'on en fait du papier, du carton et bien sûr nos vieilles connaissances, les panneaux de particules, les panneaux de fibres et les panneaux à copeaux orientés. Encore environ 12%, ce sont la sciure et l'écorce. La sciure est également utilisée pour la production de panneaux ou est compressée en pellets de combustible. Et l'écorce est souvent brûlée directement à la scierie, dans ses propres chaudières, produisant de l'énergie pour les séchoirs et l'usine elle-même. Cela rend les scieries modernes étonnamment éco-énergétiques. De ces 350 millions de mètres cubes de grumes, on obtient environ 175 millions de mètres cubes de bois de sciage, c'est-à-dire de planches. C'est assez pour construire 1,5 million de maisons à ossature bois américaine de taille moyenne. Et la part du lion de cette production, plus de 75%, est du bois de résineux, comme le pin et le sapin. C'est le fameux lumber, avec lequel on construit la grande majorité des maisons aux États-Unis. Une immense colline chaotique de grumes fraîchement coupées, chacune longue de plusieurs dizaines de mètres et pesant plusieurs tonnes. Elles sont empilées les unes sur les autres, comme des allumettes géantes éparpillées par un enfant géant. Et au-dessus de ce chaos règne une grue gigantesque. Sa pince d'acier, semblable à la griffe d'un prédateur préhistorique, descend, saisit dans un grincement métallique une seule et unique grume, et la soulève dans les airs avec une facilité déconcertante. Un instant, elle reste suspendue, puis la grue la dépose avec fracas au début du convoyeur. La grume rampe lentement vers l'avant, et son voyage solitaire est un spectacle de force et de fatalité. Elle passe sous des jets d'eau qui la nettoient de la boue et des morceaux d'écorce, la préparant pour le moment le plus important. Et voilà qu'apparaît devant une arche brillant d'une lumière surnaturelle. C'est le scanner, la porte vers l'avenir. Des dizaines de faisceaux laser rouges parcourent la surface de la grume en mouvement, mesurant son diamètre, sa longueur, sa courbure, l'emplacement de chaque nœud. Le cerveau de l'ordinateur, en une fraction de seconde, crée son fantôme numérique parfait, un modèle en 3 dimensions. Et à cet instant précis, alors que la grume avance encore, l'ordinateur a déjà scellé son destin. Il a calculé la manière idéale de l'acier pour obtenir le maximum de planches de la plus haute qualité. Il sait déjà où passera la première coupe, ou la seconde, et en quoi se transformera chaque morceau de ce géant de la forêt. La grume approche lentement et de puissantes pinces hydrauliques la fixent, la préparant à la découpe. Avant de scier la grume, des scanners 3D la numérisent. L'ordinateur, en une fraction de seconde, crée son modèle numérique exact et calcule la manière idéale de la débiter pour obtenir le maximum de planches de la plus haute qualité. C'est ce qu'on appelle l'optimisation de la coupe. Grâce à cette technologie, le rendement en produit fini a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Et la scie qui coupe la grume n'est pas un simple disque. C'est une scie à ruban, fine comme une lame, qui réalise un trait de scie d'à peine 1 ou 2 mm d'épaisseur.
c'est bien plus fin que les anciennes scies, ce qui signifie que beaucoup moins de bois précieux est transformé en sciure. Ces chiffres ne sont donc pas de simples données. C'est l'histoire de la manière dont les technologies modernes permettent de prendre le don de la nature et de l'utiliser avec une efficacité maximale, transformant chaque grume en une gamme complète de produits utiles. Maintenant, notre bloc Equarri arrive au cœur de la scierie, la scie multilame. C'est toute une batterie de scies circulaires, montées sur un même axe à une distance précisément définie les unes des autres. De puissants rouleaux d'alimentation poussent avec force notre lourd bloc à travers ce mur de lames rotatives. Dans un rugissement assourdissant qui fait vibrer le sol, des dizaines de scies mordent simultanément dans le bois. C'est comme un peigne géant passant à travers des cheveux. Sauf qu'à la place des cheveux, il y a du bois, et à la place des dents, des disques d'acier en rotation. En un seul passage, notre bloc massif se décompose en un paquet de planches fraîches, chaudes et encore humides. Ces planches fraîchement nées, ainsi que les doses, sont éjectées de l'autre côté et arrivent sur le convoyeur suivant où le tri les attend. Ici travaillent des personnes à l'œil incroyablement exercé. Les planches défilent devant eux, et en une fraction de seconde, ils évaluent la qualité de chacune, le nombre et la taille des nœuds, la présence de fissures, la courbure des fibres. D'un geste rapide, ils dirigent chaque planche vers son propre convoyeur, les meilleures sur une ligne, les moins bonnes sur une autre. C'est comme un tri postal, sauf qu'à la place des lettres, ce sont de lourds morceaux de bois de plusieurs mètres. Les planches qui ont passé le casting sont envoyées à la déligneuse. Ici, leurs bords irréguliers et couverts d'écorce sont coupés, leur donnant une forme parfaitement rectangulaire. Et ce n'est que maintenant que nous avons devant nous un produit familier, une planche parfaitement droite et rectangulaire. Mais elle est encore verte, humide et lourde, pleine de sève naturelle. Si on la laissait ainsi, elle se déformerait et se fissurerait. C'est pourquoi elle a rendez-vous avec l'étape finale, le séchage. Les planches sont empilées en hautes piles bien ordonnées, en intercalant chaque couche de fines lattes pour que l'air puisse circuler entre elles. Et ces piles gigantesques sont transportées par un chariot élévateur dans un séchoir. C'est une immense pièce hermétique, semblable à un sauna industriel. À l'intérieur, un ordinateur maintient un climat idéal, une température, une humidité et une vitesse de circulation de l'air spécifique. Ce processus peut durer de quelques jours à plusieurs semaines selon l'essence et l'épaisseur de la planche. L'air chaud extrait lentement et très délicatement l'humidité du bois, le rendant léger, solide et surtout stable. Et ce n'est qu'après cette longue et chaude méditation que la planche est prête à quitter l'usine pour faire partie de la maison de quelqu'un. Les meilleurs deviendront de beaux parquets, des meubles élégants ou des cadres de fenêtres. Les plus robustes, mais plus simples, serviront à construire des ossatures de maisons, des chevrons de toiture et des clôtures. C'est la base à partir de laquelle est construit presque tout ce qui nous entoure.